Un Airbus A320 décolle de l'aéroport de LaGuardia à New York, piste 04. Et seulement quelques minutes après le début du vol, il rencontre une grande volée d'oiseaux. Maintenant, plusieurs oiseaux sont aspirés dans les réacteurs, les rendant inutilisables. Et les pilotes se retrouvent avec seulement quelques minutes pour se sauver eux-mêmes et tous les passagers à bord. Voici l'incroyable histoire du miracle sur le Hudson, le vol États-Unis Airways 1549. Et je vais vous la raconter de mon point de vue. Avant de débuter, je tiens à remercier chaleureusement mon équipe Patreon. Je ne pourrais pas être ici à créer ce genre de contenu pour vous si ce n'était pas grâce au soutien que mes patrons m'apportent chaque mois. Très bien, vous êtes vraiment, vraiment important pour le travail que je fais. Et si vous êtes là en ce moment, en train de penser, eh bien, je souhaite faire partie de l'équipe centrale du Mentor Pilot et l'épauler. Utilisez le lien en haut. Je suis reconnaissant pour tout soutien reçu. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, les gars, est probablement l'une des histoires les plus médiatisées de ces dernières décennies. Il y a eu des films hollywoodiens réalisés à leur sujet. Il y a eu des tonnes d'articles dans différentes publications partout dans le monde. Mais ce que je vais vous apporter, c'est l'éclairage du point de vue d'un pilote. Je vais vous raconter cette histoire en me basant sur le rapport final de cet incident. J'ai mis un lien vers le rapport final juste ici. Il fait presque 200 pages de contenu très intéressant si cela vous intéresse de le lire. Toutes les autres sources utilisées sont aussi mentionnées dans la description vidéo. Donc, le vol US Airways 1549, ou leur indicatif officiel Cactus 1549, a eu lieu le 15 janvier 2009. Il y avait 150 passagers à bord, y compris un nourrisson sur les genoux de sa mère, et 5 membres d'équipage. Le commandant de bord du vol était le commandant Chesley Sullenberger, un pilote très expérimenté et ancien militaire, et il était assisté par un copilote tout aussi expérimenté, ou presque, appelé Jeffrey Skiles. L'appareil est un Airbus A320 équipé de 2 moteurs CFM56. Ce vol était le dernier vol d'un trajet de 4 jours pour l'équipage. Donc, ils rentraient chez eux et c'était le 2e vol de la journée avec le même appareil. Le CVR, l'enregistreur de voix du cockpit, comme il s'agissait d'un vol relativement court, permettait de suivre l'intégralité de l'enregistrement du CVR. Depuis le moment où les pilotes effectuèrent la visite pré-vol, et on peut constater que la visite pré-vol était tout à fait normale. C'est en fait un peu troublant de regarder la visite pré-vol du point de vue d'un pilote, parce qu'on voit bien que ces gars-là n'avaient absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Ils plaisantaient entre eux. Quelques petites erreurs étaient commises avec les feuilles de chargement, qui étaient, vous savez, corrigées par le contrôle de chargement au sol. Il y avait quelques problèmes avec le bouton de transmission de Jeff de son côté, dont il parlait d'inscrire dans le carnet technique, et d'autres petites choses de ce genre. Donc, l'avion a roulé vers la piste de décollage 04 à l'aéroport de LaGuardia à New York. Tout semblait parfaitement normal. Le copilote, Jeff Skiles, était le pilote en fonction pour ce vol. C'est lui qui pilotait effectivement l'avion, tandis que le commandant de bord, Sully Sullenberger, s'occupait des communications radio et des tâches de pilote surveillant. Avant d'entrer dans les détails du vol, je voudrais vous informer de certains éléments importants. La première chose concerne le copilote Jeffrey Skiles. Donc Jeffrey ou Jeff était un copilote très expérimenté. Il totalisait plus de 15 000 heures de vol sur divers appareils, dont le Fokker Cent et le Boeing 737. Mais il venait tout juste de commencer à piloter l'Airbus A320. En fait, il venait de passer son test de compétences la veille du Nouvel An 2008, seulement 16 jours avant ce vol. Et il n'avait accumulé qu'environ 37 heures sur cet appareil le jour de l'accident, n'est-ce pas? Cela va être important dans la façon dont il gère son rôle pendant cet incident. L'autre chose que je veux que vous sachiez concerne cet avion, d'accord? Dans la flotte de US Airways, à l'époque, il y avait des Airbus 320 équipés pour les vols prolongés au-dessus de l'eau et d'autres qui ne l'étaient pas, n'est-ce pas? La différence entre les deux, c'est que les avions qui étaient équipés pour voler au-dessus de l'eau avaient des gilets de sauvetage pour tous les passagers à bord.
Mais ils avaient aussi des toboggans d'évacuation spéciaux qui pouvaient servir de radeau de secours en cas de besoin. Et ceux-ci étaient reliés aussi bien aux deux issues de secours avant qu'aux deux issues de secours arrière. Donc, par pur hasard, cet avion, ce jour-là, même s'il n'était pas censé survoler l'eau, faisait partie des avions équipés pour un usage prolongé au-dessus de l'eau, à 15 h 24 minutes et 54 secondes, car ici, les secondes comptent vraiment. Cactus 1549 a reçu son autorisation de décollage sur la piste 04. Ils ont commencé à rouler sur la piste, tout semblait normal, Jeff a effectué un décollage normal, et à environ 700 pieds, ils ont changé de contrôleur, passant du contrôleur tour à LaGuardia au contrôleur départ de la région de New York. Le commandant de bord Sully s'est annoncé à la radio, a indiqué qu'il était à 700 pieds en montée vers 5000 pieds et le contrôleur a répondu qu'il était autorisé à continuer la montée jusqu'à 15 000 pieds, ce qui a ensuite été confirmé. Maintenant, environ 2 minutes après le début du vol, on peut entendre sur l'enregistreur de voix du cockpit comment le commandant de bord Sully signale « oiseau », suivi presque immédiatement par le bruit de sortes de coups sourds étouffés sur l'enregistreur de voix du cockpit et le son des moteurs qui ralentit. L'avion se trouve maintenant à 2815 pieds d'altitude et à environ 4000 nautiques et demi au nord-nord-est de leur piste de décollage à LaGuardia. À ce moment précis, ce qui s'est réellement passé, c'est que l'avion est entré en collision avec une volée d'oies sauvages du Canada en migration. D'accord? Une oie du Canada est un grand oiseau, vous voyez, elle peut peser jusqu'à environ 3,6 kg. Et c'est important car lors de la certification de l'Airbus 320 et des moteurs CFM56, ils ont été certifiés pour pouvoir résister à des impacts d'oiseaux. Mais les oiseaux utilisés lors de la certification pour les essais ne pesaient qu'environ 1 à 1,2 kg, donc une oie du Canada est presque 3 fois plus grosse que les oiseaux utilisés pour la certification. Lors des examens des moteurs après l'accident, il a été constaté qu'au moins 2 oies du Canada avaient été aspirées dans chaque moteur. L'une d'elles semblait avoir heurté la partie extérieure du ventilateur puis avoir été éjectée par le conduit de dérivation. Mais au moins une oie dans chaque moteur est allée directement dans le cœur du moteur, endommageant les aubes directrices d'entrée et également une grande partie de la première section du compresseur basse pression. Maintenant, ces dommages à eux seuls auraient causé suffisamment de dégâts au moteur pour provoquer leur extinction et les rendre incapables de redémarrer. Mais bien sûr, les pilotes à l'avant de l'appareil n'avaient aucune idée des dégâts que les moteurs avaient subis. Juste après la collision avec les oiseaux, l'enregistreur de voix du cockpit capte le copilote Jeff Skyle disant « oh » et le commandant de bord Sully disant « Nous en avons un, non, les 2 moteurs sont en train de décrocher. » D'accord, c'est important, car plus vite vous réalisez ce qui vous arrive, plus vite vous pouvez commencer à agir. Et vous le sentiriez sans aucun doute. Si vous êtes en phase de monter dans un Boeing 737 ou un Airbus 320 et que vous perdez les 2 moteurs, l'avion donnera l'impression de pratiquement heurter un mur, n'est-ce pas? Il perd toute sa vitesse vers l'avant. Donc, comprendre que vous avez un problème avec les 2 moteurs serait probablement assez facile à détecter. Mais ce qui se passe ensuite est vraiment impressionnant. Et seulement 2 secondes plus tard, le commandant de bord Sully dit « Je démarre le groupe auxiliaire de puissance et j'ai les commandes. » Le fait qu'ils prennent les commandes est normal. Selon les procédures habituelles des US Airways à l'époque, dans une telle situation, le commandant de bord prend les commandes, le copilote devient pilote surveillant et s'occupe des listes de vérification. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il a eu la présence d'esprit de démarrer l'APU. Et cela ne faisait partie d'aucune procédure à mémoriser. Ce n'était pas inclus dans une checklist du QRH. Il l'a simplement fait de mémoire parce qu'il a compris la situation dans laquelle il se trouvait et le fait qu'ils étaient très proches du sol. Et ils vont avoir très peu de temps. Et il va s'avérer, le fait qu'il ait démarré l'APU aussitôt va avoir un impact énorme sur le reste du vol. 10 secondes plus tard, le commandant de bord Sully, maintenant pilote en fonction, demande à Jeff Skiles d'exécuter la QRH, la checklist de référence rapide.
Et il envoie également un message Mayday, Mayday, Mayday au contrôleur aérien indiquant le type d'urgence auquel il fait face et qu'il fait demi-tour vers LaGuardia. La partie Mayday n'est pas entendue par le contrôleur aérien à cause d'une transmission simultanée d'un autre avion. Mais le fait que toute cette procédure, tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, n'ait pris qu'environ 12 secondes, démontre un très haut niveau de conscience de la situation de la part de l'équipage de conduite. Quelques secondes plus tard seulement, Jeff Skiles commence à travailler sur la checklist. Souvenez-vous, je vous ai mentionné que Jeff Skiles avait récemment achevé sa formation de qualification de type. On peut le deviner ici. Pour toute personne qui n'a pas été dans le simulateur depuis un moment ou qui n'a fait que de la formation de recyclage tous les 6 mois, cela peut être deviné. Il faudrait un certain temps pour reprendre ses esprits et trouver la bonne checklist. Mais il n'a fallu que quelques secondes à Jeff Skiles. Et c'est probablement parce que pendant la formation de qualification de type, on s'entraîne à de nombreuses pannes différentes et on utilise beaucoup le manuel de référence rapide, donc il aurait très rapidement compris ce qu'il avait sous les yeux. Qu'il avait une double panne moteur et qu'il a saisi et commencé à exécuter la checklist de double panne moteur dans le manuel de référence rapide. Il est également important de souligner ici que, alors que Jeff et Sully commencent maintenant à gérer les conséquences de cette collision avec des oiseaux, ils s'éloignent toujours de l'aéroport. Et lors de l'enquête qui a suivi, il a été démontré que s'ils avaient immédiatement réalisé qu'ils avaient perdu les 2 moteurs et immédiatement amorcé un virage de retour vers LaGuardia, ils auraient eu une chance d'atterrir sur la piste qu'ils venaient de quitter ou sur la piste 13. Cependant, ce n'est pas humainement possible, n'est-ce pas? En tant que pilote, notre formation nous apprend à ne pas réagir immédiatement lorsqu'il se passe quelque chose, car il est fort probable que vous commettiez une grave erreur en agissant ainsi. Notre formation consiste à piloter l'avion et à nous assurer de sa navigabilité. Regardez le problème que nous avons et ne réagissez qu'avec nos réactions instinctives. Si quelque chose est nécessaire pour maintenir l'avion en vol correctement, et c'est déjà ce que l'équipage fait, vous savez, penser qu'il réaliserait simplement qu'il s'agit d'un impact d'oiseau, que les 2 moteurs s'arrêtent, ce n'est pas possible. En fait, je pense qu'à ce moment-là, ces gars réagissent à une vitesse fulgurante, d'après toute l'expérience que j'ai acquise en observant des personnes dans le simulateur. Le fait qu'ils aient, en moins de 20 secondes, démarré l'APU, commencé à travailler sur la bonne checklist et lancé un appel Mayday, c'est un travail incroyable, non? Mais cela signifie aussi que leurs options diminuent. Plus vous vous éloignez de l'aéroport sans moteur, plus vos chances de pouvoir revenir diminuent. Et cela se voit clairement car, à ce moment-là, Sully est maintenant en train de parler au contrôleur aérien. La raison pour laquelle Sully s'occupe de la radio et non Jeff Skiles, c'est que, normalement, lorsqu'on a une urgence, le pilote en fonction sur la checklist se concentre sur la checklist. Le pilote en fonction fait aussi la radio s'il estime avoir la capacité de le faire. Maintenant, le contrôleur aérien, qui sait ce qui se passe, essaie de donner des options à Cactus 1549. Ils leur disent en gros que toutes les pistes de LaGuardia sont ouvertes. Sully indique qu'il ne pourra probablement pas le faire. Maintenant, Sully est très probablement en train d'évaluer ses options. D'accord, il sait que l'avion a atteint une altitude maximale d'environ 3000 pieds avant qu'il ne commence à descendre. Il sait qu'il doit maintenir sa vitesse assez stable et il surveille différentes options à envisager. Rappelez-vous qu'il survole l'une des zones les plus densément peuplées au monde, ici, au-dessus de New York. Et tout virage qu'il ferait pour essayer de revenir à LaGuardia l'obligerait également à survoler Manhattan. D'accord, maintenant, quelque chose que vous apprenez pendant votre formation de pilote, c'est que si vous n'avez plus de moteur et que vous tournez, vous perdez plus d'altitude que si vous volez tout droit. Donc, Sully saurait que s'il décide de faire demi-tour vers LaGuardia, il va perdre tellement d'altitude qu'il n'aura plus d'autres options. Soit il atteint LaGuardia, soit il devra se poser avant la piste, potentiellement dans une zone très densément peuplée, et ce n'est vraiment pas une situation enviable. En fait, la seule chose qu'il voit, c'est soit droit devant lui où il aperçoit l'aéroport de Teterboro, mais il se rend vite compte que Teterboro est tout simplement trop loin. C'est à environ 9 miles et ensuite il voit cette belle bande dégagée qui est le fleuve Hudson. Donc, assez tôt, on peut entendre
à travers la communication avec le contrôleur aérien, comment Sully commence à pencher vers une descente sur l'Hudson. Et cela est probablement parce qu'il comprend qu'il n'a plus vraiment d'autres options à ce stade. Pendant la descente maintenant, Sully pilote évidemment l'avion, cherchant où il va aller. Et Jeff Skiles travaille dur sur la checklist, d'accord, il lit la checklist point par point. Mais ce qui devient évident à ce moment-là, c'est que la checklist de panne double moteur pour l'Airbus A320 n'a pas été conçue pour une panne double moteur juste après le décollage. En fait, cette checklist a été conçue pour ce que l'on pensait être le scénario le plus probable, c'est-à-dire une panne moteur ou une panne double moteur à haute altitude. Elle comprend des actions comme accélérer à 300 nœuds pour faire tourner les moteurs en moulinet et les redémarrer. Ils en discutent rapidement. Jeff dit en gros, augmente la vitesse à 300. Nous n'avons pas ça et Sully répond non, nous ne l'avons pas. Et parce qu'une grande partie de la checklist n'est tout simplement pas conçue pour la situation dans laquelle il se trouve. Il va devoir parcourir la checklist en faisant simplement ce qu'il pense pouvoir faire. Et ce n'est une situation agréable pour aucun pilote, à aucun moment. Mais ce que nous devons observer ici, et ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils gardent les rôles bien séparés, n'est-ce pas? Sully se concentre sur le pilotage de l'avion, réfléchit à un plan pour savoir où atterrir, et Jeff fait de son mieux pour utiliser la checklist afin de redémarrer au moins un des moteurs, car s'ils y parviennent, ils pourront faire revoler l'avion et le ramener sur une piste, plutôt que dans le Hudson. À 15h29, donc environ 2 minutes après la panne moteur, Sully annonce au micro PA « Ici le commandant, préparez-vous à l'impact ». C'est crucial, car jusqu'à présent, il n'y a eu aucune discussion avec l'équipage de cabine. Ils auraient remarqué que quelque chose ne va pas, que la cabine était devenue très, très silencieuse. Mais ils ne savent pas combien de temps il leur reste. Mais en entendant Sully dire « Préparez-vous à l'impact », ils savent que c'est normalement annoncé juste avant l'amérissage. Cela signalerait à l'équipage de cabine une urgence immédiate, sans délai possible. Et ils doivent communiquer aux passagers qu'ils doivent essentiellement adopter la position de sécurité en vue d'un atterrissage d'urgence potentiel. Maintenant, un autre point qui mérite d'être souligné ici, c'est que pendant la descente, le commandant de bord Sully, qui regarde probablement par les fenêtres la plupart du temps, perd progressivement de la vitesse. Au cours de l'enquête qui a suivi, il a déclaré qu'il pensait suivre ce qu'on appelle la vitesse Green Dot, qui est une vitesse sûre à respecter, et qu'il n'a réduit à la vitesse F, la vitesse Foxtrot, qui est la vitesse d'approche, que lorsque les volets étaient sortis, mais en réalité, la vitesse diminuait progressivement tout le temps. Alors qu'il est maintenant en descente et qu'ils descendent, ils reçoivent également beaucoup d'avertissements différents, n'est-ce pas? Ils reçoivent des bips de l'avion qui leur signalent les différentes pannes associées à la double panne moteur. Mais ils reçoivent aussi une alerte Traffic Collision Avoidance System, car alors qu'ils descendent au-dessus du centre de New York, il y a beaucoup d'hélicoptères autour. Ils déclenchent des alertes Traffic Collision Avoidance System, mais aussi, essentiellement, ils reçoivent des alertes du système d'avertissement de proximité du sol, Ground Proximity Warning System. D'accord. Maintenant, s'ils avaient eu la checklist d'amérissage, qui est une checklist séparée, cette checklist leur aurait en fait dit de désactiver le système d'alerte Ground Proximity Warning System, parce qu'ils ne sont pas censés recevoir ce genre d'alerte intempestive, des alertes qui ne les aident pas. Mais comme ils suivent la checklist de panne double moteur, celle-ci ne leur dit pas de le faire. Et une autre chose très importante à retenir ici, c'est que lorsque l'Airbus 320 est construit, il est conçu pour superposer différents avertissements les uns sur les autres selon leur niveau de criticité. Et l'avertissement GPWS est considéré comme l'un des avertissements les plus importants. En gros, cela indique aux pilotes qu'ils sont sur le point de percuter une montagne. Donc, tout autre avertissement qui pourrait retentir à ce moment-là sera coupé par l'avertissement GPWS. Donc, le fait qu'ils reçoivent les avertissements terrain, terrain, terrain redressés coupe les autres avertissements et dans ce cas, l'avertissement vitesse, vitesse, vitesse qu'ils auraient reçu, que Sully aurait eu s'il n'y avait pas eu le fait que le système d'avertissement GP Wind Shear retentissait en permanence. Donc, il perd de plus en plus de vitesse. Aux alentours de 15h29 et 20 secondes, donc environ 2 minutes et demie après la panne initiale des moteurs,
le copilote Jeff Skiles commence à réaliser qu'il n'est pas capable de redémarrer les moteurs. Il continue quand même, il commence toujours, vous savez, à manipuler les interrupteurs conformément à la checklist. Mais il indique aussi à Sully que, vous savez, cela ne semble pas fonctionner. Et environ 20 secondes plus tard, Sully demande les volets, n'est-ce pas? Donne-moi juste les volets. Jeff lui donne les volets. 30 secondes plus tard, Jeff annonce « Ok, tu as les volets » et il lui donne une indication de vitesse. Tu as 170 nœuds à 250 pieds. As-tu de la puissance? Ce qui veut dire, tu vois, essaye juste d'augmenter les manettes de poussée, vois si l'une d'elles réagit. Même si on dirait que non, évidemment, rien ne se passe. Jeff demande alors « Tu as les volets sur 2, tu en veux plus ?» Et Sully répond « Non, on va rester. On va rester avec les volets sur 2. » Le bien fondé de cette décision a été examiné lors de l'enquête qui a suivi. Sully a déclaré que, selon lui, par manque d'expérience, choisir les volets sur 3 plutôt que sur 2 aurait simplement créé plus de traînées et que les volets sur 2 lui donneraient une meilleure assiette du nez au moment de toucher l'eau. Et cela a également été approuvé par la commission d'enquête. À ce stade, il s'approche maintenant très près de l'eau et Sully commence à se préparer pour l'arrondi. Mais souvenez-vous comment je vous ai dit que la vitesse était faible. Eh bien, il s'avère qu'en dessous de 200 pieds, ils sont en réalité entre 15 et 19 nœuds en dessous de la vitesse SL, qui est en quelque sorte la vitesse la plus basse qui vous donne une marge avant le décrochage. Et souvenez-vous aussi, comment je vous ai dit, qu'il était important que Sully ait allumé l'APU. Eh bien, il s'avère que s'il n'avait pas allumé l'APU, la seule source d'énergie disponible pour l'avion aurait été la turbine à air de secours, Ram Air Turbine. Et si c'est le cas, l'Airbus 320 passe en loi alternative, et en loi alternative, puis en loi directe. L'avion ne disposera pas de la protection Alpha Floor qu'il a en loi normale. L'Airbus 320, si vous êtes en loi normale, c'est-à-dire lorsque les ordinateurs fonctionnent parfaitement, même si les pilotes essaient de décrocher l'avion, l'avion ne les laissera pas faire. Mais si vous êtes en loi alternative ou en loi directe, il fera ce que les pilotes lui demandent. Donc ici, en tant que pilote, alors que Sully s'approche maintenant de l'eau, il demande à Jeff « Tu as une idée ?» Jeff se retourne et répond « Pas vraiment. » C'est une belle démonstration d'excellentes compétences de pilotage et de CRM. Le fait qu'avant même de faire face à une situation comme celle-ci, avant de courir le risque ultime de finir dans l'eau ici, vous voyez, on se demande, est-ce qu'on a oublié de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose que nous pouvons faire? Vous utilisez l'équipage à sa capacité maximale. Maintenant, alors que Sully s'approche de l'eau, il essaie de faire la ressource. Mais à cause de la protection Alpha Floor et parce que la vitesse est très basse, l'avion ne fait pas autant de ressources qu'il le souhaitait. Il a le manche à balai complètement tiré vers l'arrière, mais l'avion touche quand même l'eau avec une force considérable. La dernière phrase enregistrée dans le cockpit est Sully disant « D'accord, préparez-vous à l'impact. » L'avion touche l'eau avec une force supérieure à celle certifiée pour l'atterrissage et l'amérissage. Et à cause de cela, il y a des dégâts assez importants à l'arrière de l'avion, qui est la partie qui touche l'eau en premier. Le moteur gauche se détache, mais l'avion continue simplement de ralentir dans l'eau avant de se stabiliser. Comme il y avait des dégâts assez importants à l'arrière de l'avion, l'eau est entrée à cet endroit et a fait couler l'arrière de l'avion. Lors de la certification de l'Airbus 320, il est censé pouvoir rester à flot afin que toutes les issues de secours puissent être utilisées. Parce que, souvenez-vous, il est équipé de ces toboggans radeaux à la fois aux issues de secours avant et arrière. Parce qu'il est maintenant en train de couler dans l'eau. L'équipage de cabine fait un travail absolument remarquable en redirigeant les passagers depuis la partie arrière de l'avion, qui est maintenant en train de couler dans l'eau, vers les issues situées au-dessus des ailes et vers les issues avant. L'évacuation par les issues au-dessus des ailes se fait plus lentement que d'habitude, parce que les gens ne sautent pas des ailes comme ils le feraient normalement. Au lieu de cela, ils s'entassent sur les ailes. Ainsi, certains passagers de la partie arrière de l'avion trouvent le chemin vers les issues de secours avant et sortent sur les radeaux de sauvetage à cet endroit. Heureusement, il y a assez de place pour les 150 passagers et les 5 membres d'équipage dans les radeaux.
et sur les ailes. Et c'est là que vous avez ces images impressionnantes où les passagers sont tous entassés sur les ailes et à l'avant. Le contrôleur aérien a également fait un excellent travail en communiquant avec l'autorité portuaire de New York qui a envoyé des bateaux. En quelques minutes, les bateaux arrivent pour récupérer les passagers. Parce qu'il fait un froid glacial, la plupart des passagers sont mouillés. Et s'ils n'avaient pas été aussi proches de ces ferries, il est probable qu'il y aurait eu des victimes ici. Maintenant, l'équipage de conduite est indemne après s'être posé sur l'eau. Sully et Jeff retournent dans la cabine et effectuent en fait une inspection de la cabine pour s'assurer que tout l'équipage et les passagers sont sortis avant qu'eux-mêmes ne quittent l'avion par les issues de secours avant. Maintenant, les gars, je ne saurais trop insister sur le fait que c'est un exploit fantastique, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est résumer cela avec la conclusion du rapport du NTSB. Et ce à quoi ils sont arrivés dans la conclusion de cet accident, ils disent « Le Bureau national de la sécurité des transports détermine que la cause probable de cet accident a été l'ingestion de gros oiseaux dans chaque moteur, ce qui a entraîné une perte quasi totale de poussée sur les deux moteurs. Et l'amérissage qui s'en est suivi dans la rivière Hudson ont contribué au dommage du fuselage et à l'indisponibilité des toboggans arrière. Premièrement, la FAA a approuvé la certification d'amérissage sans déterminer si les pilotes pouvaient atteindre les paramètres d'amérissage sans poussée moteur. Deuxièmement, le manque de formation et de directives pour les équipages sur les techniques d'amérissage. Troisièmement, la difficulté du commandant de bord à maintenir la vitesse indiquée lors de l'approche finale en raison de la saturation des tâches causées par la situation d'urgence. A contribué à la survie lors de l'accident. Premièrement, la prise de décision des membres de l'équipage et leur gestion des ressources de l'équipage pendant la séquence de l'accident. Deuxièmement, l'utilisation fortuite d'un avion équipé pour un vol prolongé au-dessus de l'eau, notamment la présence de toboggans, radeaux à l'avant, alors que cela n'était pas requis. Troisièmement, la performance des membres de l'équipage de cabine lors de l'évacuation rapide de l'avion. Et quatrièmement, la proximité des secours d'urgence par rapport au site de l'accident ainsi que leur intervention immédiate et appropriée. En considérant tous ces éléments, ils pilotèrent cet avion avec cet équipage de conduite et de cabine un jour de météo clémente. Et qu'ils ont réussi à amérir sur la rivière Hudson, près de l'endroit où se trouvaient les bateaux, et qu'ils ont été secourus si rapidement. Je pense que tout cela ensemble explique vraiment pourquoi on a appelé cela le miracle de l'Hudson. Maintenant, les gars, à la suite de cet événement, il y a eu plus de 30 recommandations différentes sur ce qu'il fallait faire. Par exemple, il y a eu une recommandation selon laquelle les pilotes devaient être formés à ce type d'urgence. Basse altitude, le fait qu'il y avait une possibilité de perdre les deux moteurs peu après le décollage. Et, vous savez, être essentiellement formé pour pouvoir amérir sans puissance moteur. Cela ne faisait pas partie du programme de formation jusqu'à présent. Et cela ne concernait pas seulement la flotte Airbus, cela s'appliquait aussi à nous dans la flotte Boeing. Nous faisons également ce type de formation maintenant à cause de cet incident. Il y avait également d'autres recommandations concernant les issues de secours, par exemple, sur l'harmonisation des checklists afin que, par exemple, la checklist de perte de poussée des deux moteurs mène à une éventuelle checklist d'amérissage. Cela inclurait la désactivation des alertes Ground Proximity Warning System pour recevoir les alertes de basse vitesse, entre autres modifications similaires. Et c'est un excellent exemple de la façon dont un incident a conduit à des améliorations de la sécurité dans l'ensemble du secteur aéronautique. Cactus 15, 49. La Guardia, en attente. Trafic à l'atterrissage, 3-1. Position sur la piste 4, Cactus 15, 49. Cactus 15, 49, piste 4, autorisé au décollage. Cactus 15, 49, autorisé au décollage.
1549, contactez le départ de New York. Bonne journée. Bonne journée. Cactus 1549, 700 en montée vers 5000. Cactus 1549, radar de départ de New York, contact établi, montez et maintenez 15 000. Maintenons 15 000, Cactus 1549. Cactus 1549, virez à gauche, cap 270. Cactus 1539 a percuté des oiseaux, perte de poussée sur les deux moteurs, retour vers La Guardia. Revenez à La Guardia, tournez à gauche, cap 220. 220. Tour de contrôle, arrêtez vos départs, il y a une urgence qui revient. Qui est-ce? Le 1529 a percuté des oiseaux, perdant la poussée des moteurs, il revient immédiatement. Cactus 1529, quel moteur? Il a dit avoir perdu la poussée des deux moteurs. Bien reçu. Cactus 1529, si possible, pouvez-vous tenter d'atterrir sur la piste 13? Nous ne pouvons pas. Il est possible que nous finissions dans l'Hudson. Jet Lynx 2760, virez à gauche, cap 070. Tournez à gauche, cap 070, Jet Lynx 2760. Et très bien, Cactus 1549, ce sera un circuit main gauche pour la piste 3-1. Impossible. Cactus 1549, la piste 4 est disponible pour un circuit main gauche, si vous le souhaitez. Quels sont vos besoins pour atterrir? Je ne suis pas sûr que nous puissions atteindre une piste. Y a-t-il quelque chose dans le New Jersey, comme Teterboro? Sur votre droite se trouve l'aéroport de Teterboro. Voulez-vous essayer d'aller à Teterboro? Oui. Teterboro Empire, urgence à l'arrivée depuis La Guardia. Cactus 1529 au-dessus du pont George Washington et souhaite se rendre à l'aéroport immédiatement. Il veut venir à notre aéroport. A-t-il besoin d'aide? Oui, collision avec des oiseaux. Puis-je atterrir piste 1? Piste 1, c'est bon! Cactus 1529, tournez à droite, cap 280. Vous pouvez atterrir sur la piste 1 à Teterboro. Nous ne pouvons pas le faire. Quelle piste voulez-vous à Teterboro? Nous allons être dans l'Hudson. Ah, je suis désolé, répétez, Cactus. Mille. Nous cherchons le trafic 2 Tango Alpha. Oui, 2 Tango Alpha, il est à 900 pieds à la hauteur du nord de l'Hudson. On dirait qu'il descend vers la rivière Hudson. 2 Tango Alpha, possible incident en cours. Bien reçu, je reste vigilant. 2TA. 2 Tango Alpha, il est à midi à 2 miles et demi. Je l'ai en visuel, je maintiens le contact visuel. 2T Alpha reçu. Cactus 15h49, contact radar perdu. Vous avez également l'aéroport de Newark à 2 heures, à environ 7 miles. Je crois qu'il a dit qu'il allait dans l'Hudson. Cactus 1529, si vous pouvez. Vous avez la piste 29 disponible à Newark à 2 heures, à 7 miles. On descend. 2 Tango Alpha, demi-tour de route. 2 Tango Alpha, bien reçu. Touché d'eau. Bien reçu.
Comme toujours les gars, j'aimerais beaucoup avoir votre avis si vous avez des questions à ce sujet ou ce que vous en pensez. Mettez-les ci-dessous ou allez sur l'application Mentour Aviation ou sur mon serveur Discord. Et encore une fois, un grand merci à mes soutiens sur Patreon qui m'ont permis de réaliser des vidéos comme celle-ci. Passez une superbe journée. À la prochaine fois. Au revoir.